Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Anivlog en Thaïlande. Cet épisode-ci, en fait, c'est pas mon deuxième voyage, parce que j'en ai fait plusieurs en Thaïlande, mais c'est le voyage suivant que j'ai fait à la suite de la série où j'ai fait les 16 ou 17 épisodes. Et du coup, maintenant, en fait, ce que je veux faire avec cette série, c'est que j'aimerais la poursuivre, parce que j'ai beaucoup aimé la faire. D'ailleurs, on va marcher un peu dans le parc, comme ça vous pouvez voir le fond. Donc là, c'est juste une vidéo d'introduction, mais j'y reviendrai après une partie un peu plus longue en fin de vidéo. Donc vraiment avec cette série, le but c'est que chaque fois que je vais en Thaïlande, c'est de vous faire des plans d'animaux divers. Bon, il y en a certains, ils reviendront comme la Creditéras tristis, le martin triste, ou bien même les varans, mais le but c'est vraiment de pouvoir poursuivre cette série, de vous présenter toujours plus d'animaux, autant que possible, vu que je vais 2 fois par an. Et puis j'espère que l'épisode vous plaira, puis moi je vous retrouve en fin de vidéo pour la suite. Allez, générique. Je suis dans le Nong Prajak Park, qui est le plus grand et symbolique parc d'Udon Thani, un endroit vraiment parfait pour observer la faune, que vous découvrirez de long en large, et ça je vous le promets. On débute avec un incontournable de la Thaïlande, le célèbre écureuil de Finlayson. Cet écureuil blanc ici, enfin crème si vous préférez, possède différents pelages suivant les individus. Le blanc est certes le plus dominant, mais vous pouvez observer des individus roux, marrons et même noirs. Ce que j'aime particulièrement chez cette espèce, c'est qu'elle est peu farouche. D'ailleurs, comme vous le constatez, elle a l'habitude d'être nourrie par l'homme dans certains endroits, ce qui facilite grandement les bons rapports entre l'animal et l'homme. D'ailleurs, spoiler, mais ce n'est pas la seule espèce d'écureuil de ce parc. L'écureuil de Finlayson est principalement granivore, mais il affectionne particulièrement les fruits, notamment les mangues. C'est donc la technique idéale pour établir une interaction simple avec cette espèce, qui si elle te plaît, je t'invite à voir mon épisode complet d'Animal Discover sur elle. Donc voilà, j'ai fait un peu une partie du tour du parc, comme je vous ai montré certaines espèces. Et du coup, il y a souvent des bancs à l'ombre, comme chez nous, dans tous les parcs. Et en me mettant ici, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'espèces à observer. Et c'est quelque chose d'important quand vous observez l'espèce dans la nature. Bon là, on est dans un milieu urbain, mais quand vous êtes dans la nature, c'est bien d'être statique et de vous faire discret pour pouvoir observer plein d'espèces. Et en m'asseyant ici, j'ai pu observer notamment des insectes et des oiseaux. Mais je vous montre tout ça tout de suite. J'ai toujours aimé les animaux, mais depuis plus de 3 ans maintenant, j'ai vraiment mis la faune au cœur de ma vie, et j'observe chaque espèce, ce qui me permet d'en découvrir et d'en apprendre toujours plus. Bien assis ici au frais, j'ai pris le temps d'observer cette petite libellule triviale. D'ailleurs, comme beaucoup d'insectes, il n'y a pas toujours des noms communs. J'utilise donc souvent les noms scientifiques, les noms latins, qui nomment précisément ces espèces et ont l'avantage d'être identiques à l'international. Mais j'avoue, pas toujours simple à prononcer. Mais pour cette espèce Diplocodes trivalis, je trouve que c'est plutôt simple. La particularité de cette espèce est un dimorphisme sexuel au niveau de la couleur entre le mâle et la femelle. Ici nous avons affaire à un beau mâle qui arbore un magnifique bleu ciel, tandis que la femelle que j'ai observée un peu plus loin est plus terne avec une couleur jaunâtre brun. Cependant, les jeunes imagos, car le stade final des insectes est appelé imago, ont eux aussi une teinte qui peut les faire confondre avec les femelles. Il faut donc parfois être attentif à plusieurs détails et pas uniquement à la couleur pour déterminer avec certitude l'âge et le sexe d'un individu.
Comme toutes les libellules, Diplacodès trivalis passe pourtant la plus grande partie de sa vie sous l'eau. Avant de pouvoir voler, elle vit pendant plusieurs mois sous forme de larve aquatique, où elle est déjà une redoutable prédatrice. Elle chasse les petits invertébrés et parfois même des larves d'autres insectes, puis vient le moment de la métamorphose. La larve quitte alors l'eau, grimpe sur une tige ou une branche, et son enveloppe s'ouvre pour laisser sortir l'adulte ailé. Un changement spectaculaire qui lui permet de passer d'un monde aquatique à un monde aérien. Les adultes, eux, continuent à jouer le rôle de prédateurs, capturant de nombreux petits insectes en vol. C'est d'ailleurs pour cette raison que les libellules sont souvent considérées comme de précieux alliés, notamment dans les zones humides où elles contribuent à réguler les populations de moustiques. Et quand on prend le temps de les observer de près, on comprend rapidement pourquoi elles existent depuis des millions d'années, rapides, précises et parfaitement adaptées à leurs environnements, de véritables chasseuses du ciel dont vous allez d'ailleurs découvrir d'autres espèces par la suite. L'oiseau que vous observez ici, tout du moins que vous essayez tout comme moi, est le Yora du Bengale, un petit passereau que l'on rencontre dans une grande partie de l'Asie du Sud et du Sud-Est. Malgré sa taille modeste, il attire rapidement le regard lorsqu'il se montre à découvert. Le mâle arbore généralement un plumage jaune vif, contrastant avec le noir de ses ailes et de son dos, tandis que la femelle présente des couleurs plus discrètes. Comme beaucoup d'oiseaux vivant dans les arbres, il préfère rester caché dans le feuillage, ce qui explique pourquoi il n'est pas toujours facile à observer correctement, et je vous mixe d'ailleurs plusieurs séquences. Il passe une très bonne partie de son temps à rechercher de petits insectes entre les feuillages et les branches, il participe ainsi à la régulation de nombreuses espèces d'invertébrés. Son chant est également assez caractéristique, avec une succession de notes variées qui lui permettent de communiquer avec ses congénères. Et comme souvent avec les oiseaux des milieux tropicaux, c'est bien plus souvent son chant qui trahit sa présence que sa silhouette, sauf ici où c'était sa forme jaune vive. Aujourd'hui encore, malgré toutes les années passées à observer la faune, je trouve toujours fascinant de voir à quel point un oiseau aussi coloré peut devenir presque invisible en se réfugiant dans la végétation. Comme quoi, dans la nature, la discrétion est souvent la meilleure protection. Eh mais qui voilà! Comme je le disais, il n'y a pas qu'une seule espèce d'écureuil dans ce parc, et croyez-moi, je me suis fait avoir au début en pensant qu'il s'agissait de Callosurus finneysoni, l'écureuil de Finlayson. Mais après quelques observations, je me suis rendu compte que j'avais affaire à une autre espèce. L'écureuil des palmiers est un animal que j'ai fini par apprécier tout particulièrement. Et comme vous vous en doutez, je lui ai aussi consacré un épisode d'Animal Discover que je vous invite à découvrir. Ce petit suéridé de taille modeste, il est davantage adapté à la vie au sol que certaines autres espèces, même s'il reste parfaitement capable de grimper et de se déplacer avec agilité dans les arbres. Pouvoir l'observer ici et découvrir de nouvelles espèces au fil des saisons dans ce parc est vraiment merveilleux. Cet écureuil est un animal très opportuniste. Il passe une grande partie de sa journée à la recherche de nourriture, qu'il s'agisse de graines, de fruits, d'insectes ou parfois même de restes laissés par l'homme. Comme beaucoup de petits mammifères, il doit rester constamment vigilant, les rapaces, les serpents et d'autres prédateurs représentent une menace permanente. C'est pourquoi il s'arrête régulièrement pour observer les alentours avant de poursuivre ses activités. Et malgré sa petite taille, il défend volontiers son territoire face à d'autres écureuils. Une attitude qui lui permet de conserver l'accès aux meilleures sources de nourriture. Un petit animal discret donc, mais qui joue un rôle important dans l'écosystème, notamment en participant à la dispersion des graines lorsqu'il transporte ou il oublie une partie de ses réserves. Donc là, je suis au bord du lac, et au bord du lac, il y a souvent des oiseaux pêcheurs qui sont là, notamment le crabier chinois qui est un oiseau assez farouche, assez difficile. Donc là, j'en ai repéré un. Donc le truc avec eux, c'est que plus vous êtes près, plus ils vous repèrent facilement et ils s'envolent très vite aussi. Donc c'est pour ça que je me suis retiré un peu pour faire la séquence. Je vais essayer de vous le filmer. Et puis c'est notamment dans cette situation-là que monter l'objectif m'est vraiment très pratique. Parce que comme je l'ai dit, c'est un oiseau, vous verrez, qui est assez difficile à filmer.
Même si j'ai raté plusieurs séquences, j'ai finalement pu vous faire de jolis plans afin de vous le présenter plus en détail. Et non, il n'a pas encore d'épisode d'Animal Discover qui lui est dédié, mais ça viendra. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer cette future vidéo. Le crabier chinois Ardeola abacus est un oiseau de l'ordre des pélicaniformes, tout comme les pélicans, bien vu, mais aussi les hérons. Si vous avez déjà vu un héron en action, vous savez que ce sont de redoutables prédateurs. Le crabier chinois, lui, est de taille plus modeste, il mesure à peine 50 cm, mais comme beaucoup d'ardéidés, il compense largement par sa patience. Son mode de chasse est d'ailleurs assez fascinant à observer. La plupart du temps, il reste parfaitement immobile au bord de l'eau, une attitude qui peut donner l'impression qu'il ne fait rien, et pourtant il surveille attentivement tout ce qui se passe autour de lui. Le moindre poisson, la moindre grenouille, ou même un gros insecte qui passe à sa portée, peut devenir une proie. Puis, sans prévenir, il frappe, et généralement en une fraction de seconde. C'est d'ailleurs ce qui rend les hérons et les crabiers aussi efficaces. Ils n'ont pas besoin de courir après leur proie, ils attendent simplement le bon moment. Le crabier chinois apprécie particulièrement les zones humides, peu profondes, les étangs, les rizières et les berges végétalisées comme ici. Des milieux où il peut se déplacer lentement tout en conservant un excellent point de vue sur la surface de l'eau. Mais ce qui est assez surprenant chez lui, c'est son apparence. Selon les saisons, en période de reproduction, les adultes développent un plumage plus coloré, avec des teintes orangées, brun, rougeâtres et blanches particulièrement éclatantes. Puis lorsque la période se termine, ils retrouvent un plumage bien plus discret, un camouflage très efficace qui les aide à passer inaperçus. Et croyez-moi, ça fonctionne. Même lorsque l'on sait exactement où regarder, il m'arrive régulièrement de le perdre de vue. Il suffit qu'il reste immobile quelques secondes dans la végétation et il disparaît presque complètement du paysage. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je prends autant de plaisir à observer ce type d'espèce. On a l'impression de participer à une véritable partie de cache-cache avec la nature. Et quand on parvient finalement à obtenir quelques images nettes comme celle-ci, la satisfaction est toujours au rendez-vous. Il faut aussi savoir que le crabier chinois est un migrateur. Selon les régions, il effectue des déplacements saisonniers, parfois importants, afin de rejoindre des zones plus favorables. Ce qui fait que son abondance peut varier fortement au cours de l'année. Aujourd'hui, de le voir ici dans de bonnes conditions est donc une belle observation. Et même si ce n'est pas l'espèce la plus spectaculaire au premier regard, c'est typiquement le genre d'animal qui devient passionnant dès qu'on commence à s'intéresser à son comportement. Comme souvent dans la nature, les espèces les plus discrètes sont aussi celles qui ont le plus de choses à nous apprendre. Cette fourmi bijou d'Asie, et oui c'est son nom commun, de son nom scientifique Diacama rugosum, est une fourmi noire qui se distingue par ses reflets métalliques particulièrement visibles lorsque la lumière frappe son corps sous le benange naturellement. On la rencontre fréquemment dans les milieux tropicaux d'Asie où elle passe la majorité de son temps au sol à la recherche de nourriture. Et contrairement à beaucoup d'autres fourmis, sa colonie ne possède généralement pas de reine au sens classique du terme. À la place, une ouvrière dominante assure la reproduction de la colonie, un fonctionnement assez inhabituel dans ce monde de fourmis. Comme beaucoup d'espèces prédatrices, elle chasse activement de petits invertébrés. Ses puissantes mandibules lui permettent de capturer des proies, parfois presque aussi grandes qu'elle, si ce n'est plus. Et malgré sa taille relativement modeste, c'est une chasseuse particulièrement efficace. D'ailleurs, lorsqu'elle se déplace, on remarque qu'elle est souvent seule. Contrairement aux espèces qui forment de longues colonnes visibles, Diacama rugosum préfère généralement rechercher sa nourriture individuellement. Cela la rend parfois plus difficile à remarquer. Lorsqu'on prend le temps d'observer le sol, comme ici, on découvre rapidement une activité permanente, car sous nos pieds se déroule un véritable monde miniature, et cette fourmi fait partie des principaux prédateurs. Une espèce discrète donc, et fascinante à observer lorsqu'on s'intéresse à son comportement, comme bien d'autres espèces encore. Donc là, je viens de voir pas mal d'oiseaux au même endroit. Bon, c'est normal, hein, vu le nombre d'arbres, les points d'eau, vous vous doutez bien que c'est un peu un lieu de rassemblement pour pas mal d'espèces. Et du coup, je vais vous présenter les deux prochaines espèces, dont une qui migre et qu'on peut apercevoir chez nous durant la belle saison. Voici la ripidurpi, un oiseau qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, ne fait pas du tout partie de la même famille que les pilles, soit les corvidés. Non, elle possède sa propre famille, les Ripiduridae, une espèce que j'ai découvert durant cette exploration et qui, je dois dire, possède un comportement tout à fait fascinant. Je ne peux donc que vous promettre un futur épisode qui lui sera entièrement dédié. Mais vous me connaissez, je ne vais pas non plus vous laisser sur votre faim.
La ripidurpie est avant tout un oiseau insectivore. Elle passe la majeure partie de son temps à la recherche de petites proies dans la végétation, au sol ou même directement en vol, et c'est justement ce qui rend son comportement si intéressant à observer, car contrairement à beaucoup d'autres oiseaux que l'on voit se poser longuement sur les branches, elle est presque constamment en mouvement. Elle effectue de petits vols rapides, change sans cesse de perchoir puis revient quelques mètres plus loin pour recommencer sa recherche. Sa longue queue noire et blanche attire immédiatement l'attention, elle ouvre régulièrement sa queue en éventail. C'est d'ailleurs cette caractéristique qui vient de son anglais fentaille que l'on pourrait traduire par queue en éventail. Et quand on la voit évoluer dans les branches, on comprend rapidement que cette queue joue un rôle important dans la maniabilité. Un bel oiseau qui méritera sa propre vidéo. Passons maintenant à notre petite migratrice, la bergéronnette grise, qui peut également être observée en ce moment chez nous. En tout cas, j'en croise chaque matin en arrivant sur mon lieu de travail, qui n'est pas à la campagne, je précise. Donc on peut l'observer en ville, mais c'est une espèce assez farouche, difficile à approcher, d'ailleurs vous l'avez sûrement deviné vu la qualité de mes séquences. C'est pour dire même avec un téléobjectif, j'ai eu du mal. Est-ce qu'elle aura droit à son épisode? Pas tant que je n'arriverai pas à faire de meilleures images en tout cas. Mais j'en oublierai presque de vous la présenter. La bergéronnette grise est un petit passereau que l'on reconnaît facilement à sa longue queue, qu'elle agite presque en permanence lorsqu'elle se déplace. C'est d'ailleurs ce comportement qui lui a valu son nom de bergéronnette. On la retrouve dans une grande partie de l'Europe et de l'Asie, aussi bien à la campagne qu'en ville, du moment qu'elle trouve des espaces dégagés pour rechercher sa nourriture. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle passe beaucoup de temps au sol et y capture principalement de petits insectes, des mouches, des moustiques et divers invertébrés. C'est donc une espèce particulièrement utile, notamment dans les zones habitées. Et même si elle paraît assez fragile avec sa silhouette fine, c'est une voyageuse accomplie. Certaines populations parcourent chaque année plusieurs milliers de kilomètres entre leur zone de reproduction et leur quartier d'hivernage. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi j'ai pu l'observer en Thaïlande à certaines périodes de l'année, puis la retrouver quelques mois plus tard en Suisse. Une même espèce mais observée à deux extrémités de son voyage. Je trouve toujours assez incroyable de penser que ce petit oiseau, à peine plus lourd qu'une balle de golf, soit capable d'accomplir une telle migration. Comme quoi, dans la nature, la taille ne fait pas tout. Alors il n'y a pas que les animaux que je vous présente, comme vous l'avez sûrement déjà vu, je vous présente aussi parfois des plantes. Et là du coup, j'ai trouvé cet arbre assez magnifique et je vais vous le présenter. Le bananier de Madagascar présente des feuilles assez particulières, regroupées en étages le long de ses branches. Cette disposition donne à l'arbre une silhouette très régulière, presque géométrique, qui le rend facilement reconnaissable même de loin. Ses feuilles sont relativement petites et permettent à la lumière de traverser une partie du feuillage. Cela crée une zone d'ombre appréciée par de nombreuses espèces durant les heures les plus chaudes de la journée. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle ces arbres sont souvent plantés dans les parcs et les espaces urbains des régions tropicales. Il appartient à la famille des Combretaceae, une famille de plantes qui est principalement présente dans les régions tropicales et subtropicales du globe. On y retrouve plusieurs espèces d'arbres particulièrement bien adaptés à la chaleur et aux périodes de sécheresse. Originaire de Madagascar, il est aujourd'hui cultivé dans de nombreux pays tropicaux. Sa croissance relativement rapide et son aspect esthétique en font un arbre d'ornement très apprécié. Et je dois reconnaître qu'il apporte beaucoup de caractère au paysage de ce parc. Et c'est un arbre qui peut atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut. Son tronc est généralement assez droit, avec une écorce relativement lisse comparée à celle de nombreux arbres tropicaux. Mais ce qui attire surtout l'attention, ce sont ses branches horizontales superposées qui forment un véritable étage de végétation. Cette architecture offre de nombreux perchoirs aux oiseaux et aux multiples cachettes aux petits animaux. Et justement, les espèces qui apprécient particulièrement cet arbre sont nombreuses. On peut notamment citer les écureuils qui utilisent ces branches pour se déplacer et se reposer. Les oiseaux insectivores comme la ripidurpie qu'on a vu avant viennent chercher leur nourriture ici. Et enfin, de nombreux insectes pollinisateurs comme les abeilles qui profitent de leurs fleurs et un abri offert par son feuillage. Un seul arbre peut ainsi accueillir toute une petite communauté animale. Ce qui montre une nouvelle fois à quel point les plantes jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Tiens, voici une abeille que je vais pouvoir vous présenter si j'y arrive. Elle n'est pas vraiment facile à filmer en mouvement. Je vais voir si elle se pose, que je puisse vous faire un gros plan. Mais elle semble en pleine activité et aussi assez intriguée par l'objectif de la caméra. Pas grave, j'ai des plans d'un spécimen beaucoup plus calme à vous présenter. Comme vous pouvez le voir, cette abeille charpentière mineure est de belle taille, avec des ailes d'un bleu métallique et avec un joli thorax bien jaune et le reste du corps d'un noir assez marqué. Cette abeille joue un rôle essentiel dans la pollinisation de nombreuses plantes.
En se déplaçant de fleur en fleur pour récolter du nectar et du pollen, elle transporte involontairement ce pollen et participe ainsi à la reproduction des végétaux. Malgré sa taille impressionnante, elle est généralement peu agressive lorsqu'on la laisse tranquille. Et honnêtement, je la trouve bien plus impressionnante que la plupart des abeilles que l'on rencontre habituellement. Comme les autres abeilles charpentières, elle doit son nom à son habitude de creuser des galeries dans le bois mort. Elle ne mange pas le bois pour autant, elle l'utilise simplement comme endroit sûr pour y déposer ses œufs et permettre à ses larves de se développer. Ses puissantes mandibules lui permettent d'effectuer ce travail avec une efficacité remarquable. Et lorsqu'on l'observe de près, on comprend rapidement qu'il s'agit d'un insecte particulièrement robuste. Son vol est puissant, parfois même bruyant, comme vous avez pu le remarquer, mais malgré cela, elle reste étonnamment agile. Elle peut parcourir de longues distances à la recherche de fleurs, ce qui en fait un excellent pollinisateur. Et quand on voit sa taille, ses couleurs et ses ailes aux reflets métalliques, on comprend facilement pourquoi elle attire immédiatement le regard. Une espèce magnifique qui mérite largement qu'on prenne quelques instants pour l'observer. L'espèce suivante est très impressionnante, peut-être même plus, vous verrez. Donc là, je viens de trouver une fourmilière de fourmis de feu, donc je vais vous les présenter maintenant. Il faut savoir que c'est des fourmis assez agressives qui peuvent piquer et faire un peu mal. Alors, le terme agressif pour les animaux, c'est pas un terme que j'aime spécialement, je préfère dire défensive que agressive, mais bon, ça, après chacun voit ça comme il veut. Et du coup, je vous présente tout de suite cette espèce qui est assez impressionnante malgré sa petite taille. La fourmi de feu, Solenopsis geminata, est une espèce particulièrement connue pour son tempérament défensif. Lorsqu'une menace s'approche de la colonie, les ouvrières réagissent très rapidement et se mobilisent en grand nombre pour protéger le nid. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu son nom de fourmi de feu. Car lorsqu'elles piquent, la sensation peut être comparable à une petite brûlure. Malgré leur petite taille, ces fourmis sont de redoutables prédatrices. Elles capturent de nombreux insectes et autres petits invertébrés, mais elles sont également opportunistes et profitent presque de toutes les sources de nourriture disponibles. Cette capacité d'adaptation explique en partie leur succès dans de nombreuses régions tropicales. Comme chez la plupart des fourmis, la colonie est composée de plusieurs castes, ayant chacun un rôle bien défini. Les ouvrières s'occupent notamment de la recherche de nourriture, de l'entretien du nid et de la protection des larves. Et lorsque l'on observe une fourmilière comme celle-ci, on a souvent l'impression d'un véritable chantier permanent. Chacune semble savoir exactement ce qu'elle doit faire, et c'est le cas. Le moindre morceau de nourriture trouvé est rapidement signalé aux autres ouvrières qui viennent parfois en renfort pour les transporter. Cette organisation collective est sans doute l'une des principales forces de cette fourmi. Individuellement, elles paraissent insignifiantes, mais ensemble, elles deviennent capables de construire des colonies réunissant des milliers d'individus. Et quand on prend quelques instants pour les observer de près, on découvre un monde miniature incroyablement actif, un monde qui existe juste sous nos pieds, mais qu'on ne remarque rarement. Donc il faut savoir que quand je vais à la recherche d'espèces, je ne me renseigne pas forcément toujours pour savoir quel type d'espèce je peux trouver. Après, je suspecte certaines espèces comme les reptiles ou les oiseaux, ou peut-être même certains insectes, mais là, vraiment pour ce papillon-ci que vous allez voir qui est vraiment magnifique, je ne savais pas qu'il y avait cette espèce-là. Alors ça ne m'a pas surpris parce qu'on est en Asie, mais vraiment, vous verrez là dans la haie derrière, c'est vraiment une très belle séquence qui me fait plaisir à partager avec vous. La grande lune d'Asie, Lissa Zampa, est un grand papillon nocturne qui ne passe pas vraiment inaperçu. Avec son envergure pouvant dépasser les 15 cm, c'est même l'un des plus grands papillons que l'on peut observer dans une partie de l'Asie du Sud-Est. Et honnêtement, lorsqu'on le voit poser de près pour la première fois, il est difficile de croire qu'il s'agisse simplement d'un papillon de nuit. Ses ailes sont couvertes de motifs complexes avec des bandes ondulées brunes, noires et crème qui lui offrent un excellent camouflage lorsqu'elle se repose sur un tronc ou dans la végétation, comme vous le verrez un peu plus tard. Mais lorsqu'on prend le temps de l'observer, toute cette beauté apparaît progressivement. Contrairement aux papillons de jour qui utilisent souvent des couleurs vives pour attirer l'attention et communiquer, la grande lune d'Asie mise davantage sur la discrétion. La journée, elle reste généralement immobile afin d'éviter les prédateurs, et vu sa taille, mieux vaut effectivement passer inaperçu, car de nombreux oiseaux seraient ravis d'en faire leur repas. Les adultes sont principalement actifs durant la nuit, période à laquelle ils se déplacent pour se reproduire. Ils sont également souvent attirés par les éclairages artificiels, ce qui explique pourquoi certains individus se retrouvent parfois à proximité des habitations. Mais ce qui est peut-être le plus impressionnant chez cette espèce, c'est son cycle de vie, car avant de devenir cet élégant géant ailé, elle passe par le stade de chenille. Une chenille qui se nourrit de feuilles et accumule l'énergie nécessaire à sa future métamorphose.
Puis vient le moment de se transformer complètement pour donner naissance à cet étonnant papillon. Quand on pense qu'un animal aussi spectaculaire peut passer totalement inaperçu dans la végétation tropicale, on comprend à quel point la nature asiatique regorge encore de surprises. Personnellement, c'est exactement le genre de découverte que j'espère faire lorsque je pars dans un nouvel endroit. Une espèce que je ne m'attendais absolument pas à rencontrer et qui restera certainement l'un des plus beaux papillons observés durant ce séjour. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez aimée. Alors comme je l'avais dit en introduction, j'allais revenir sur quelque chose sur la chaîne, c'est que, bon vous l'avez peut-être déjà vu avec les vidéos, c'est qu'à l'époque quand je tournais les vidéos, j'avais prévu de faire qu'une seule série d'Anivlog en Thaïlande, qui avait un nombre limité d'épisodes, et maintenant j'ai décidé en fait de poursuivre cette série tant que je viendrai en Thaïlande, tant que j'aurai des images à vous présenter. Et du coup, j'ai orienté ma chaîne sur ce fait-là, de plutôt faire des vlogs animaliers que des présentations animalières. Il y aura toujours des présentations animalières, mais ça sera plutôt vlog animalier en nature, justement pour vous présenter un peu la faune, vraiment dans son milieu naturel, pour que vous lui faire découvrir. Et du coup, entre temps, j'ai acquis du meilleur matériel, un tel objectif pour pouvoir vous filmer des oiseaux que j'avais du mal à filmer avec un téléphone, comme vous avez pu le voir sur certaines images. Donc maintenant, je suis en train de faire un mix des deux pour rattraper les épisodes que j'ai tournés avec l'ancien format téléphone, plus celle que je fais les deux. Donc c'est pour ça que vous avez un faux raccord parfois. Donc là, j'ai retourné les séquences pour mieux mixer les deux. Et pour ici ce parc, j'ai décidé de faire 3 épisodes en fait, parce qu'il y a tellement d'animaux dans le parc que j'ai pu, là ça souffle un peu, il y a tellement d'animaux dans le parc que j'ai décidé de faire 3 épisodes pour pouvoir mieux vous les présenter tous. Et puis j'espère que cet épisode et ce concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Aussi, likez la vidéo, c'est très important, à la partager autour de vous. Et puis, le plus important, si vous voulez soutenir cette chaîne, c'est de vous activer les notifications et de vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Ciao!